Tout ce que nous connaissons, le temps, l'espace, la matière, est condamné. Toute forme de vie qui dépend de la lumière solaire est vouée à s'éteindre très rapidement, car il y aura de moins en moins de sources d'énergie. Que le feu de l'enfer ou un froid glaciaire s'abatte sur la Terre, l'univers lui-même refroidira jusqu'à la mort, emportant toute vie avec lui. Aucune force invisible surgisse des profondeurs de l'espace, Chaque particule, chaque atome, chaque structure de l'univers exploserait. de toute façon, l'apocalypse cosmique semble inéluctable. Projetons-nous 20 milliards d'années après Jésus-Christ. L'univers est en danger. Depuis sa naissance explosive, il s'est étendu et n'a pas cessé de grandir vers l'infini et l'inconnu. Pourtant, dans cet avenir très lointain, où que l'on regarde dans le ciel, les galaxies ont inversé leur course et filent vers notre Voie lactée. Cela ne peut que mener à une catastrophe totale. L'univers est en train de s'effondrer et tout ce que nous connaissons va cesser d'exister. La vie est condamnée. Nous voyons les autres galaxies filer vers nous, prêtes à entrer en collision. Soudain, nous voyons les étoiles se précipiter vers nous de toutes les directions. Les galaxies commencent à entrer en collision et les étoiles qui les composent sont écrasées les unes contre les autres. Elles heurtent d'autres étoiles, ainsi que des planètes qu'elles absorbent. D'un seul coup, la température commence à s'élever. Les océans entrent en ébullition et les montagnes se mettent à fondre. C'est le chaos, c'est un véritable enfer. L'univers atteint des températures extrêmes. Et forcément, toute vie intelligente est vouée à la mort, puisque nous serons tous calcinés. L'univers finit dans une explosion, en une boule de feu cosmique. Cette vision d'apocalypse est appelée par certains théoriciens le Big Crunch, qui signifie le grand craquement. Selon le scénario du Big Crunch, toute la matière contenue dans l'univers, l'énergie, les galaxies, les étoiles, tout cela se déplace et se concentre. Et c'est ainsi que l'univers rétrécit. À l'heure actuelle, l'univers est en expansion. Il y a de plus en plus d'espace, puisque les galaxies s'éloignent de plus en plus les unes des autres. C'est le contraire de ce qui doit se produire dans le Big Crunch. L'espace entre les objets rétrécit. C'est un peu comme si cette salle se remplissait de monde. Plus il y a de gens, plus l'espace entre eux s'amenuise. Ils finissent par se rentrer les uns dans les autres, tout en essayant d'éviter leur trajectoire. La température s'élève et l'atmosphère devient électrique. De plus en plus d'événements se produisent dans un espace réduit. Il se passe exactement la même chose lors d'un Big Crunch. Les chocs de particules, qui constituent tout ce qui existe, sont de plus en plus fréquents. Les galaxies et les étoiles, tout en se rapprochant, commencent à se déformer mutuellement. Et il fait de plus en plus chaud, comme dans une pièce bondée où s'agglutine une foule de gens. Le processus continue. La température de l'univers s'élève encore, jusqu'au moment où les atomes eux-mêmes commencent à s'effondrer. Finalement, notre univers s'effondre pour devenir un point microscopique. Tout cela finit par donner une soupe de matière, composée de particules fondamentales, avec une haute énergie et une température élevée. La vie telle que nous la connaissons n'a alors aucune issue. Mais l'univers pourrait échapper à ce feu infernal qui consumerait tout. Il y a deux façons de voir la fin du monde. Dans la première, l'univers finit par le feu. C'est la théorie chrétienne de l'Armageddon. Le monde périt dans le feu et dans le soufre, et le Christ revient. Mais les Scandinaves ont aussi leur légende. Parmi elles, celle de Ragnarok, le crépuscule des dieux, raconte qu'une monstrueuse tempête de neige engloutira tout l'univers. Il y aura une grande bataille dans les cieux, et Odin, Thor et tous les grands dieux mourront lentement.
l'un après l'autre, au cours d'une glaciation telle que même les dieux ne pourront être sauvés. Quoi qu'il en soit, le Big Crunch correspond à la vision chrétienne de la fin du monde. Mais la science a développé une autre théorie selon laquelle tout pourrait finir dans la glace. Pour cela, il faudrait que la vitesse d'expansion de l'univers puisse triompher de l'attraction de la gravité qui provoque son effondrement. Imaginez que l'instant où la batte de baseball entre en contact avec la balle soit l'explosion initiale du Big Bang. Tout est projeté vers l'extérieur. Mais est-ce que cela va s'effondrer à nouveau sur soi-même ou est-ce que cela va continuer à s'étendre? Ces deux possibilités peuvent être comparées à ce qui se passe quand on lance une balle dans l'air. Je la lance vers le haut, et si la gravité est assez puissante par rapport à l'énergie que j'ai mise dans le lancer initial, elle va ramener la balle vers le bas. C'est ainsi que l'univers est en expansion pendant un moment, puis s'effondre et revient en arrière. Mais le Big Crunch n'est pas forcément la fin de tout. Après l'effondrement de l'univers, il peut y avoir un autre Big Bang, une autre expansion. Et il est possible qu'après un moment de développement, cet univers s'effondre à nouveau. On peut donc imaginer que l'univers soit cyclique, qu'il s'étende et se rétracte tour à tour. Dans cette hypothèse, chaque rebond donnerait lieu à un nouveau Big Bang. Mais que se passe-t-il si la gravité n'est pas assez puissante pour dominer l'univers? Si je la lance assez haut avec assez d'énergie pour qu'elle m'échappe complètement, c'est qu'il n'y a pas assez de masse dans l'univers pour qu'elle s'effondre à nouveau, et elle continue son expansion. Mais cette expansion devrait finalement ralentir. Étonnamment, les observations scientifiques révèlent un phénomène complètement différent. L'expansion s'accélère. L'univers semble être devenu incontrôlable. Cette extension s'accélère et commence à agir. Nous subissons une expansion inflationniste. Ainsi, l'univers que nous connaissons à l'heure actuelle s'étend avec une accélération accrue, plus forte que ce qu'on aurait cru être simplement provoqué par l'explosion initiale. Pour continuer la comparaison, ce n'est pas seulement que la balle s'échappe. C'est comme si elle était équipée d'une petite fusée qui lui permettait de s'éloigner encore plus vite de la Terre. Cette éventualité n'avait encore jamais été envisagée. Le volume de l'espace semble destiné à augmenter indéfiniment dans l'univers. Cela veut dire que les galaxies vont s'éloigner de nous et devenir peut-être invisibles, car elles seront trop loin pour que nous les apercevions. Et si elles ne peuvent plus voir les galaxies s'éloigner les unes des autres, les civilisations futures perdront la connaissance de l'histoire. Elles ne sauront pas qu'il y a eu un jour le Big Bang. Elles penseront que la Voie lactée est la seule structure de l'univers et que le reste de l'univers est désert, exempt de toute étoile. Une autre théorie scientifique suggère que cette expansion va s'accélérer de façon exponentielle. Dans ce cas, c'est une fin violente qui attend notre cosmos. Supposons que la quantité d'énergie répulsive augmente avec le temps. Elle se développera peut-être assez pour provoquer la mise en pièces d'amas de galaxies. Ensuite, les galaxies elles-mêmes seront déchiquetées et les étoiles commenceront à s'éloigner les unes des autres puisqu'elles ne seront plus retenues ensemble par la gravité. Puis ce sont les systèmes planétaires comme notre système solaire qui seront lacérés, puis les étoiles, les planètes, les humains et enfin les atomes dont nous sommes faits. Tout sera réduit en pièces. C'est ce qu'on appelle the Big Rip, la grande déchirure. C'est une perspective terrifiante, mais ne vous inquiétez pas, la plupart d'entre nous pensent que cela ne peut pas arriver. Même si l'expansion n'atteint jamais ce point, l'avenir de notre univers n'est guère enchanteur. La température baisse. Il fait de plus en plus froid et de plus en plus sombre, car la faible lumière émise par les étoiles se disperse dans un espace de plus en plus vaste. Si bien que l'univers devient un endroit assez froid et déprimant. L'univers que nous connaissons maintenant mourra dans la glace plutôt que dans le feu. Nous pensons qu'il s'éteindra au cours d'une grande glaciation, ainsi que le disent les légendes nordiques,
et non au cours d'un Big Crunch. Si l'univers continue sa course actuelle, nous sommes destinés à vivre une époque glaciaire à l'échelle du cosmos. Même la lumière du Soleil finira par s'éteindre. 100 milliards d'années après Jésus-Christ, les derniers survivants de la civilisation humaine seront peut-être obligés de s'établir ici, dans ce coin sombre et bien éloigné de notre galaxie. Ils se blottiront autour de la dernière étoile qui brûlera dans le ciel. Et malheureusement, eux aussi finiront par disparaître. La Voie lactée, ainsi nommée pour son ruban blanchâtre d'étoiles scintillantes, ne sera plus reconnaissable. Les braises déclinantes de cette couverture stellaire seront tout ce qui restera de ce qui offrait auparavant une splendide vision nocturne. Mais que sera-t-il arrivé à toutes ces étoiles? Comment peut-on en arriver à un scénario aussi déprimant? La science affirme que l'univers se refroidira en s'étendant et en vieillissant. Il est inévitable que l'avenir des formes de vie que nous connaissons soit de plus en plus compromis. Nous allons vers un point où l'univers lui-même refroidira jusqu'à la mort, emportant toute vie avec lui. C'est une loi. Quand les spécialistes observent l'évolution de l'univers, certains critiques leur disent que c'est une folie. C'est à peine si nous pouvons tracer les grandes lignes de demain. Et vous voulez prédire ce qui se passera dans des milliards et des milliards d'années, mais comment? Parmi les outils qui permettent aux scientifiques de réfléchir à l'avenir, on compte les principes vénérables de la thermodynamique. Le premier principe affirme que l'énergie et la matière sont toujours conservées. En d'autres termes, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, dans un système, la quantité de matière peut être créée ou détruite. La matière et l'énergie peuvent changer de forme et se transformer, mais la somme reste toujours la même. Ainsi, par exemple, ce journal roulé contient beaucoup d'énergie stockée dans les liaisons chimiques du papier. Si je le brûle, je peux activer ces liens et les casser, ce qui relâche de l'énergie sous forme de lumière et de chaleur que l'on peut voir et sentir. L'énergie totale est toujours la même, mais elle est dissipée dans l'espace. Beaucoup de matière s'échappe en fumée. Mais si j'ajoutais cette fumée, ces particules de matière, l'énergie dégagée et tout le reste, j'obtiendrais une somme de masse et d'énergie exactement semblable à celle avec laquelle je vais commencer. Simplement, la forme a changé. Si la quantité totale de masse et d'énergie demeure constante, cela pourrait impliquer que l'univers possède une énergie susceptible de durer éternellement. Mais le second principe de la thermodynamique réduit à néant cette idée. Le second principe de la thermodynamique est particulièrement étrange. Il stipule que toute transformation d'un système s'effectue avec une augmentation de l'entropie globale de l'univers. En d'autres termes, les choses rouillent, elles s'altèrent, tout devient vieux et finit par tomber en morceaux et par pourrir. Dans un sens, le second principe est un arrêt de mort. Un arrêt de mort pour l'univers. Il dit que tout est amené à disparaître. Dans l'univers, l'approvisionnement omniprésent en énergie devient inévitablement plus dispersé, plus chaotique et épuisable. Chaque étoile qui brille dans le ciel, comme tout morceau de charbon, doit un jour faire face à son destin. Ce morceau de charbon est un carburant. Il possède une certaine quantité d'énergie concentrée dans ce tout petit volume. L'énergie des liens chimiques de la briquette de charbon va être libérée sous forme de chaleur et de lumière. Une étoile suit un processus similaire, mais elle ne brûle pas en termes chimiques. Dans une étoile, il y a de l'énergie nucléaire. Les noyaux des atomes sont obligés de fusionner ensemble pour créer de nouveaux noyaux. Et dans ce processus, de transformer une partie de cette matière, de cette masse, en une énergie rayonnante que nous voyons et que nous sentons. Ce même processus est à l'œuvre dans toutes les étoiles actives de l'univers.
Quand ce charbon brûle, le carburant est entièrement consumé et vous pouvez le voir. Le charbon vire au gris et se transforme en cendre. C'est de la même manière que les étoiles épuisent leur carburant. Elles vont fusionner l'hydrogène pour donner de l'hélium, et c'est ainsi qu'avec le temps, il y a de moins en moins d'hydrogène. Les cendres contiennent moins d'énergie et par conséquent brûlent plus difficilement. Elles libèrent moins d'énergie durant leur combustion. C'est sans doute aussi le destin qui attend le Soleil. En vieillissant, il gonfle et chauffe. La Terre sera littéralement frite. Les océans entreront en ébullition, les plantes et les animaux mourront, les roches se mettront à s'évaporer, tant le Soleil produira de lumière et d'énergie. Ce sera une fin assez horrible pour la Terre. Dans tout l'univers, les étoiles analogues au Soleil devront affronter les mêmes défis que lui. Elles épuiseront leur carburant. Elles enfleront et causeront des problèmes aux planètes qui tournent autour d'elles. Il n'est pas difficile d'imaginer que bien des endroits où la vie a évolué et s'est épanouie seront amenés à s'éteindre. Tout l'univers souffrira, comme les étoiles, des effets de l'entropie. Les étoiles augmentent naturellement l'entropie de l'univers en dégageant de la lumière et de la chaleur. Tout comme ce charbon, en train de brûler, augmente naturellement l'entropie de l'univers. En ce moment même, nous sommes dans une période de stabilité de l'univers. Les étoiles y sont nées, elles y vivent et meurent, en cédant une partie de leur gaz aux suivantes. C'est ainsi qu'on a une nouvelle génération d'étoiles. Mais le taux de formation des étoiles décroît peu à peu avec le temps. Et tandis que les étoiles épuisent leur carburant et se consument entièrement, il ne s'en forme pas assez pour les remplacer. S'il n'y a plus assez de gaz pour créer de nouvelles étoiles, cela signifie qu'il n'y aura pas d'étoiles pour remplacer celles qui meurent. La situation sera critique ce jour-là. Petit à petit, les galaxies, ces rassemblements géants d'étoiles, ralentissent leur croissance. Il est possible que lorsque l'univers aura 100 milliards de milliards d'années, il n'y ait plus d'étoiles en train de briller. L'univers sera terriblement froid et sombre. Toute forme de vie qui dépend de la lumière solaire s'éteindra alors rapidement. L'univers continuera à vieillir et il y aura de moins en moins de sources de vie stellaires procurant de l'énergie. On pourrait penser que les étoiles les plus massives, celles qui ont le plus de carburant, dureront plus longtemps. En réalité, plus une étoile transporte de carburant, plus vite celui-ci se consume. Les derniers rayons de lumière solaire libérés dans l'univers viendront d'étoiles qu'on appelle les naines rouges. Ces objets miniatures transportent 10 fois moins de masse que notre Soleil et brûlent à une température inférieure de plusieurs milliers de degrés. Les naines rouges sont beaucoup plus économes dans leur consommation d'énergie. Et donc, même si elles ont moins de carburant au départ, elles vivront beaucoup plus longtemps que le Soleil. Une naine rouge peut vivre jusqu'à 17 milliards d'années. C'est 1000 fois plus que l'âge moyen de notre univers. Mais malgré tout, même ces pauvres petits soleils misérables finiront par mourir. Quand notre Voie lactée sera vieille de 10 milliards d'années et qu'il ne restera plus que quelques naines rouges, on peut imaginer que les civilisations qui auront survécu comprendront que la fin est proche et qu'elles commenceront à se rassembler autour des quelques sources d'énergie restantes pour tenter de se maintenir en vie. Les naines rouges pourraient être des bases pour des formes de vie dans ce vaste désert inhospitalier qu'est l'univers. Mais pour qu'une planète reçoive autant de chaleur et d'énergie d'une naine rouge que la Terre le fait du Soleil, il faudrait qu'elle en soit si proche qu'une année ne durerait chez elle que 6 jours. Le ciel serait d'un rouge blanchâtre, plus que bleu comme celui que nous voyons à l'heure actuelle. Parce qu'une naine rouge dispose de si peu de lumière bleue qu'il serait impossible d'avoir le même ciel qu'aujourd'hui. Mais dans l'univers, rien ne sera alors plus chaud ou ne brillera davantage. À une certaine époque, il n'y aura dans notre galaxie que quelques naines rouges qui continueront à briller.
puis 3, puis 2, et enfin une qui clignotera. Et supposons qu'il ne reste plus qu'une naine rouge et que je sois sur la planète qui tourne autour. Je penserais, oh là là, quel endroit désert de l'univers, quel avenir déprimant cela promet. Et que se passera-t-il quand la dernière naine rouge aura achevé son existence? Au XXIe siècle, la vie sur Terre s'épanouit dans un univers qui existe depuis environ 14 milliards d'années, depuis l'étincelle du Big Bang. Mais ce n'est rien à l'échelle du cosmos. Si l'on compare l'âge de l'univers à la durée d'une vie humaine, nous sommes aujourd'hui dans l'enfance de l'univers. Saisir une parcelle du temps déjà écoulé et de l'espace-temps à venir peut être une aventure renversante. Pour avoir une idée de l'échelle temporelle de l'univers, il faut réduire 14 milliards d'années de son histoire à une seule année de notre calendrier. Et nous l'appellerons le calendrier cosmique. Sur celui-ci, le Big Bang s'est produit au Nouvel An, le 1er janvier. Notre galaxie, la Voie lactée, s'est formée à la fin du mois de janvier. Et notre système solaire vers le début du mois d'août, c'est-à-dire aux 2 tiers de l'année. La vie est apparue un peu plus tard en août, et les humains, il y a moins de 24 heures, le 31 décembre. Nous pouvons aussi regarder l'avenir à l'échelle de ce calendrier cosmique. Selon cette échelle, vers la fin janvier de l'année prochaine, la Terre deviendra une planète assez inhospitalière. Et vers le mois de mai, le Soleil se sera éteint. Mais d'autres étoiles, celles qui ont une faible masse, vivront bien plus longtemps. Plus de 10 000 années cosmiques. Avant que ces dernières naines rouges ne meurent, il s'écoulera un laps de temps 10 000 fois plus long que toute l'histoire de l'univers jusqu'à présent. Mais ensuite, que se passera-t-il? Quand on parle d'un avenir extrêmement lointain, il s'agit d'immenses espaces de temps, mesurables en 10 puissance 15 ou 10 puissance 24 millions d'années. Cela devient tellement énorme qu'il nous faut élaborer un autre concept afin de pouvoir vraiment travailler. C'est ainsi qu'est venue l'idée de décade cosmologique. Chaque décade cosmologique est 10 fois plus longue que tout le temps qui s'est écoulé avant le début de la décade. C'est en quelque sorte comme un escalier. Non pas un escalier normal comme celui-ci, mais un escalier dont chaque marche serait 10 fois plus haute que la précédente. Vous pouvez donc imaginer que cet escalier s'élève jusqu'à des décades cosmologiques de plus en plus larges. En ce moment même, nous sommes dans la 10e décade cosmologique. Selon cette échelle, la 10e décade cosmologique est 10 fois plus longue que l'ensemble des 9 précédentes depuis le Big Bang. La marque distinctive de la 10e décade cosmologique, c'est que les étoiles brillent en brûlant dans le ciel nocturne et que les planètes commencent à voir se développer à leur surface la vie et l'intelligence. Un autre signe intéressant de cette 10e décade cosmologique, c'est l'accélération de l'expansion de l'univers. Pendant que se déroule notre décade cosmologique, d'autres galaxies disparaissent de notre vue et des étoiles commencent à mourir sans être remplacées. Pendant la dernière partie de cette ère, il y aura toujours une cinquantaine d'étoiles qui brilleront simultanément dans la galaxie. Ce sera le dernier souffle de ce monde, de ces planètes, de cet environnement qui nous est familier. Après la succession des décades cosmologiques et la mort de la dernière étoile, nous entrerons dans un nouvel âge extraterrestre. Admettons que nous soyons dans la décade cosmologique 20 à 30. Si nous regardons le ciel nocturne, il est totalement noir.
La moindre lumière est beaucoup trop rouge pour être perceptible à l'œil humain. Mais nous pourrions voir que le ciel est parsemé d'étoiles mortes. C'est une ère de dégénérescence. Dans cette ère de dégénérescence, les étoiles mortes les plus massives s'effondrent en trous noirs. Et ponctuant l'obscurité de l'espace, les cendres laissées par les étoiles qui brillaient autrefois perdent lentement leur énergie. Ces cendres forment ce qu'on appelle une naine blanche. Ce sont des étoiles vraiment étranges, car vous avez quelque chose comme la moitié de la masse du Soleil, à peu près 160 000 fois la masse de la Terre, comprimée dans un volume de la taille de la Terre. C'est donc une matière très dense. Ce sont d'étranges cendres. Comme des braises après un feu, cela ne générera pas de nouvelle énergie par fusion nucléaire. Mais en même temps qu'elles refroidissent, les braises d'une naine blanche produisent une puissance forte de nombreux mégawatts. Mais cela représente des milliards, et même des milliards de fois moins d'énergie que ce que le Soleil produit à l'heure actuelle. Nous pensons connaître une crise de l'énergie, mais au cours de cette ère de dégénérescence, elle sera bien plus profonde et plus sévère. Et pourtant, l'énergie de ces rémanents d'une ancienne étoile est encore plus importante que celle que nous dépensons aujourd'hui. Si la civilisation humaine devait survivre à l'ère de dégénérescence, ce pourrait être en exploitant l'énergie qui émane de cette naine blanche. Pourtant, les hommes ne pourraient établir à sa surface un avant-poste collecteur d'énergie, telles les plateformes pétrolières ancrées au plancher de l'océan. À la surface, la gravité est incroyablement puissante. On serait littéralement écrasé si on tentait de tenir debout sur une naine blanche. Pour survivre, les civilisations futures auraient besoin d'établir une colonie en orbite. Pour exploiter l'énergie d'une naine blanche, on utiliserait sans doute des panneaux absorbants en orbite autour de l'étoile. Ainsi, l'énergie serait-elle capturée, stockée et utilisée. Dans cet avenir tournant autour d'une naine blanche, la lumière devrait être produite artificiellement. Dans ce futur, aucune étoile ne brille dans le ciel. Il n'y a pas de lumière lunaire, ni de lumière solaire. On tourne simplement autour d'une énorme masse noire, morte. Malheureusement, ces masses noires et mortes constitueront la majeure partie de la galaxie au cours de cette ère de dégénérescence. Nous aurons alors environ une centaine de milliards d'étoiles mortes qui tourneront les unes autour des autres dans un mouvement d'ellipse géante. De temps en temps, elles entreront en interaction, et l'une d'elles sera éjectée de la galaxie, provoquant une perte de masse pour celle-ci. La galaxie s'évaporera doucement, en même temps que ces objets seront mis à la porte. Les naines blanches et le matériau galactique qui restera seront victimes des trous noirs. Ainsi, petit à petit, la galaxie comprendra de moins en moins d'objets et des trous noirs de plus en plus nombreux. Et ce qui n'aura pas été happé par les millions de trous noirs qui peuplent l'univers commencera à se désintégrer avec l'âge. C'est un autre exemple du processus général qui veut que les phénomènes aléatoires augmentent dans l'univers. Le second principe de la thermodynamique est ici encore une fois à l'œuvre. Toutes les structures, toutes les étoiles sont en train de se dissoudre. C'est ainsi que vers la décade 40, la plupart des objets qui se seront formés, les planètes et les étoiles, auront tous disparu. Et l'ère de dégénérescence qui s'étend sur d'immenses laps de temps touchera à sa fin. Ne laissant rien derrière eux, les trous noirs resteront là pour gouverner l'univers. Tel est peut-être le triste avenir du cosmos. Les planètes déclinent et se dissolvent. Les sombres rémanents galactiques se dispersent dans un univers hypertrophié. Et même la lumière n'est plus qu'un souvenir lointain. Si nous avançons dans le temps et les décades cosmologiques, les trous noirs massifs sont les seuls survivants de notre ciel nocturne, autrefois scintillant.
Nous voici vers la décade cosmologique 60 et nous regardons le ciel de nuit. Il fait incroyablement froid et sombre. Les ondes radio ne sont plus qu'un très faible crépitement, tout comme les radiations gravitationnelles. Et elles se répercutent dans les cieux vides. C'est l'ère du trou noir. L'expansion permanente de l'univers est sérieusement ébranlée. Un froid inimaginable mine l'énergie et contracte les mouvements. Le temps lui-même semble perdre son sens. Comparé à l'ère du trou noir, même l'ère de dégénérescence ressemble à la période d'après le Big Bang. La vie a-t-elle une chance dans cet environnement? Il n'y aura plus d'humains à ce moment-là, parce qu'il n'y aura plus de protons. Mais il est possible d'imaginer une sorte d'entité qui vivra à un rythme incroyablement lent. Si tout est très lent, un mode de vie bien étrange pourrait apparaître. Une pensée prendrait des milliards d'années pour advenir. Il vous faudrait des milliards d'années pour décider de ce que vous allez faire à déjeuner, parce que tout serait tellement lent, proche du zéro absolu. Le rythme ralenti de l'ère de dégénérescence peut être comparé à celui de la croissance de la végétation. Du point de vue de l'homme qui compte en minutes, en heures et en jours, la vie d'une plante peut sembler être gelée dans le temps. Il semble ne rien se passer. Tout paraît complètement mort, statique. Mais si on accélère le temps, on peut observer une activité. La plante grandit, déplace ses feuilles selon la position du soleil. Elle est continuellement en mouvement. Mais son rythme de vie fonctionne selon une échelle dont nous n'avons pas l'habitude. Dans l'ère du trou noir, un véritable événement se produit quand deux trous noirs se rencontrent. Bien qu'invisible à l'œil humain, une collision entre ces deux monstres émet une vibration dans l'espace-temps. On peut comparer cela à ce qui se passe sur une étendue d'eau parfaitement tranquille et calme. C'est un peu comme si un rocher géant tombait soudain dans une eau paisible. Il produit une série de vaguelettes, et pendant un bref moment, vous avez une pléthore d'activités. Mais ensuite, tout cela se dissipe, les ridules s'évanouissent, et vous avez de nouveau une étendue d'eau parfaitement lisse. Mais le temps file, même pour ces rois de l'ère du trou noir. On pourrait penser qu'ils dureront éternellement, et pourtant non. Avec le temps, ils se dissipent très lentement. Les trous noirs dans l'univers actuel s'agrandissent en engloutissant la matière environnante. Dans un avenir lointain, ils auront si peu de matière à avaler que leur rythme d'évaporation commencera à être plus important que celui auquel ils engloutissent le matériau qui les entoure. Ainsi, plus l'univers vieillit, plus le rythme d'évaporation s'accélère. Un trou noir en train de se dissoudre ne termine pas sa vie dans un gémissement comme le font les planètes quand elles meurent, mais plutôt par une détonation. Deux stratégies sont envisageables. L'une est de lever le pied de la pédale d'accélération, d'essayer de conserver l'énergie et de rouler jusqu'à la station-service suivante sur sa lancée. L'autre stratégie est de se montrer impatient, d'appuyer le pied au plancher et d'essayer de rejoindre le plus vite possible la station-service de gaz en espérant l'atteindre avant que le carburant ne soit épuisé. Les trous noirs ont de toute évidence choisi la seconde. Contrairement à ce qui se passe pour un véhicule, quand un trou noir n'a plus de carburant, il explose. Dans les derniers instants du trou noir, quand des mégatonnes d'une matière comparable à de la TNT sont relâchées, une immense variété de particules que l'on n'avait pas vues depuis de nombreuses décades cosmologiques sont éjectées et tremblotent en quelque sorte dans les dernières explosions qui surgissent comme des feux d'artifice après que le trou noir a disparu. Ainsi, après l'évaporation des énormes trous noirs supermassifs,
il ne reste plus qu'un vaste univers qui est presque entièrement vide. Et ensuite, l'univers entrera dans une époque obscure. Nous sommes maintenant au-delà de la décade cosmologique 100. Nous sommes au milieu de ce qu'on appelle l'ère de l'obscurité. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui et qui nous est familier a disparu. Vous connaissez cette expression « les anges ont peur des bruits de pas » ? Eh bien c'est cela l'ère de l'obscurité. Personne ne voudrait jamais la vivre. Tout est en ruine, pas seulement les plages, les monuments et les inventions humaines, mais les atomes même ont commencé à s'effriter. Les trous noirs eux-mêmes ne peuvent exister dans l'ère de l'obscurité. Si l'univers continue éternellement à s'étendre, ce ne peut être que parce qu'il reste une bouillie cosmique de particules aléatoires. Mais quelques surprises peuvent encore naître de ces cendres. Si dans un avenir lointain le chaos domine sur l'ordre, notre univers autrefois chaud et brillant sombrera dans une ère cosmique glaciale. Mais il peut aussi abriter un certain potentiel, en tout cas selon la théorie quantique qui étudie les phénomènes fondamentaux de la physique. Dans la physique quantique, même le vide spatial que nous pensons être dépourvu de quoi que ce soit n'est en fait pas réellement vide. Selon la physique quantique, une certaine probabilité existe qu'il puisse se produire quelque chose. En d'autres termes, l'univers prend des paris risqués. Et la théorie quantique cherche à expliquer le comportement des particules dans un univers où tout est possible. C'est comme si l'univers était un distributeur de cartes qui bat continuellement le jeu des éléments qui forment notre réalité. Selon la théorie quantique, si vous avez un groupe de particules, elles vont simplement se réorganiser encore et encore, selon ce qui nous semble être une série de variations aléatoires. La théorie quantique ne peut pas prévoir le résultat de cette réorganisation de particules, mais elle peut dire la probabilité de chaque issue. Si quelque chose se produit un nombre de fois infini, même des choses très peu probables pourraient finir par arriver. En général, quand on bat un jeu de cartes, on obtient une séquence aléatoire. De la même manière, les particules bouillonnant à un niveau quantique ne créent généralement rien d'ordonné. Pourtant, si l'on attend suffisamment longtemps, n'importe quelle variation quantique peut se former, même si cela semblait impossible. Si vous êtes dans un univers éternel, dans ce cas, même des événements invraisemblables comme celui-ci peuvent se produire à l'occasion. Une de ces variations aléatoires, uniques et improbables, peut changer le tissu même de l'espace. L'espace vide est un peu comme de l'eau, en ce sens qu'il peut apparaître sous différentes formes. Il peut être chaud sous forme de vapeur, ou solide comme un cube de glace, ou encore liquide. En ce moment même, l'espace qui nous entoure est dans un certain état physique, mais il peut survenir une phase de transition où celui-ci se transforme. Une mauvaise variation aléatoire peut déclencher une phase de transition catastrophique. Dans ce cas, certaines régions de l'espace verraient la formation d'une bulle qui s'étendrait dans l'espace autour d'elle, comme cette encre qui se répand dans le verre. Tout comme l'encre change la nature de l'eau, ainsi une phase de transition pourrait transformer la nature du cosmos. Les lois de la physique seraient différentes au passage de cette bulle. Les masses des différentes particules changeraient, ainsi que leur charge. Toute la chimie, telle que nous la connaissons, serait complètement différente après cette phase de transition. Cela signifie qu'il y aurait soudain de nouvelles manières d'organiser les particules dont nous sommes faits. C'est comme si tout dans l'univers devenait une bombe atomique. Tout se réorganiserait en relâchant de l'énergie. Et chaque particule, chaque atome, chaque structure de l'univers exploserait.
Aucune structure complexe ne pourrait survivre à ce type de transition. Ce qui resterait ne serait qu'un gâchis, rien d'autre qu'un gaz de particules se cognant les unes aux autres. Mais une fluctuation quantique aléatoire peut aussi faire naître une bulle d'espoir. Des théoriciens suggèrent que certaines de ces variations quantiques pourraient donner naissance à des morceaux d'espace, séparés en quelque sorte, des dimensions qui s'éloigneraient des nôtres vers un nouvel univers. C'est peut-être une variation aléatoire qui a déclenché le Big Bang et donné naissance à notre propre univers. Vous pouvez imaginer qu'un univers comme le nôtre, même s'il est large de 10 milliards d'années-lumière, est en fait un bébé univers qui est apparu en grignotant d'autres plus grands. Nous pouvons représenter la naissance d'un bébé univers avec ce biberon, représentant un vieil univers chaotique en train de mourir. Ma respiration est comme les variations quantiques qui créent de nouveaux univers ressemblant à des bulles. Et chacune de ces bulles est un univers séparé. Il est possible qu'il y ait d'autres univers quelque part, peut-être des greffons de notre univers. Et ils peuvent avoir leur propre destin, soit une éternelle expansion, soit un effondrement final. Si d'autres univers existent, il est possible que des civilisations futures ne puissent faire face à une sentence de mort irrévocable. On peut penser que dans des milliards de milliards d'années, quand l'univers sera vraiment froid et l'univers proche de la mort, des êtres intelligents soient si puissants qu'ils puissent être tentés d'assembler suffisamment d'énergie en un point pour ouvrir des bulles, de petites bulles de savon, des entrées vers un autre univers où il ferait beaucoup plus chaud et où il pourrait tout recommencer. Que nos descendants maîtrisent ou non la technologie nécessaire pour quitter cet univers, cela n'empêche pas que, comme toute chose, il aura une fin. La science se bat avec des questions sur la fin de l'univers. Et l'humanité doit faire de même sur la façon dont elle vivra. Nos vies sont importantes. Je suis important, vous aussi, ceux que nous aimons sont importants, vos amis également. Et nous devons tirer le meilleur parti de notre existence pendant le peu de temps que nous sommes ici. Profitons-en le mieux possible, quel que soit le destin de l'univers.